Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kaweb. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Nassif Djailani, poète, dramaturge, nouvelliste, romancier, mais également journaliste pour France Télévisions, dans le cadre d'une rencontre avec les élèves du collège de Chiconi. Monsieur Djailani, bonjour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, je suis journaliste dans la vraie vie et je suis auteur à mes heures perdues, parfois la nuit. J'aime écrire la nuit et j'écris aussi pour le théâtre. Vous avez été élève au collège de Chiconi où vous participez au journal scolaire Premier pas du journaliste que vous alliez devenir. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Alors, c'est des très bons souvenirs. C'est là un peu que j'ai compris que c'était écrire que j'allais faire. C'est là que j'ai compris que écrire donnait un certain pouvoir. C'est là que j'ai compris aussi que écrire, c'est rencontrer les autres, c'est avoir une incidence sur la vie, sur le monde, c'est avoir une influence et c'est aussi partager des idées. Vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux. Quelle différence avez-vous notée entre le système éducatif à Mayotte et celui de la métropole? Il y a un fossé énorme. Moi, à mon époque, quand j'étais collégien ici, j'avais l'impression de tout avoir. J'avais l'impression d'avoir les meilleurs professeurs. J'avais l'impression d'être très heureux que j'étais très heureux en fait au collège de Chiconi. Et puis j'ai été d'abord à La Réunion et j'ai vu que beaucoup de jeunes avaient beaucoup plus de chance que moi, avaient un peu plus de moyens que moi, avaient un peu plus de livres à la maison que moi. Et du coup, j'avais faim de tout ça. Je me suis dit, j'ai cette curiosité d'aller chercher, d'aller fouiller et de me nourrir des livres que je n'avais pas ici. J'ai été un rat de bibliothèque. J'allais au CDI me nourrir de tout ce que je n'avais pas ici. Et puis en France, à Marseille d'abord, où j'ai fait mon lycée, là aussi ça a été les rencontres d'autres amis, et puis les rencontres des auteurs de la région. C'est-à-dire que quand on est à Mayotte, on est un peu coupé du reste. Et c'est là que j'ai rencontré la Réunion, c'est là que j'ai les auteurs de la Réunion, que j'ai rencontré les auteurs de l'île Maurice, de Madagascar qui est juste à côté de nous. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'île pour se rendre compte qu'on a des voisins qui sont presque comme nous et qui ont des choses à nous apporter. Pouvez-vous nous présenter votre documentaire intitulé Cocorico et si Mayotte s'autosuffisait? Alors, Cocorico et si Mayotte s'autosuffisait était un documentaire qui a été réalisé pour Mayotte Première. À l'époque, ça s'appelait RFO. C'était d'essayer de comprendre quelle alternative, quelle autre forme d'énergie autre que le pétrole. Nous sommes sur une île, Mayotte, très enclavée, donc loin de tout, loin de la France métropolitaine. Donc, quelle autre forme d'énergie utiliser, développer pour que Mayotte puisse être autonome en termes d'énergie. Concrètement, aujourd'hui, pour avoir l'électricité, l'éclairage que nous avons, on fait venir des bateaux avec du pétrole pour alimenter une centrale pour qu'on ait l'électricité. Et on essayait de comprendre quel autre... donc, c'est le bois, c'est le solaire. On est sur une île où il fait soleil tout le temps et on n'a pas de panneaux solaires. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus développé, mais à l'époque, c'était explorer toutes ces pistes-là. Un documentaire, c'est donner à voir, c'est creuser un sujet, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut être amélioré. Donc, ce documentaire, c'était ça. C'était, je ne sais plus sur combien de minutes, mais... Un sujet, c'est 1 minute 30, un sujet de reportage télé, et un documentaire, c'est un peu plus long. Parfois, c'est 12 minutes, parfois, c'est 5 minutes, parfois, c'est 52 minutes. Donc, c'était un format un peu plus long pour aller au fond des choses. Parce que c'est important d'aller au fond des choses. Aujourd'hui, c'est surtout l'écrivain que nous recevons au sein de notre petite rédaction. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'écriture littéraire?
Alors, l'écriture littéraire, en fait, j'ai pris conscience très vite que c'était dans la poésie, en fait, que j'étais le plus heureux. C'est-à-dire, quand j'étais au collège ici, j'avais un cahier d'écolier dans lequel je couchais des choses, j'écrivais des petites choses sur ce qui me rendait malheureux, ce qui me rendait heureux. Et j'avais l'impression, après avoir écrit ça, d'être en paix, d'être tranquille, de respirer mieux. Et ça a été d'abord ça, c'est-à-dire un plaisir, presque un plaisir égoïste, un plaisir solitaire qui me rendait bien. J'étais un garçon très timide, je le suis encore un peu, même si aujourd'hui il faut venir devant devant la télé pour parler. Donc l'écriture pour moi ça avait cette vertu, ça me rendait heureux, ça me faisait du bien, ça continue de me rendre heureux. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on écrit, on rencontre les autres, c'est-à-dire qu'on rencontre un lecteur. Vous savez, quand on écrit, on ne sait pas pour qui on écrit. On pense savoir, mais quand vous aimez ce que j'ai écrit, eh bien mon visage apparaît, j'apparais. Et je deviens un ami. C'est ça un lecteur pour moi. Un lecteur pour moi, c'est un ami. Je rencontre quelqu'un qui comprend ou qui se reconnaît dans ce que j'ai écrit. Et c'est cela, moi, qui me motive, qui m'encourage. Et c'est comme ça que je suis arrivé en littérature. C'est d'abord au journal, mais après mon premier recueil, Spirale. Voilà, ce premier texte qui a plu. Et j'ai fait le suivant. Ce qui est particulier, c'est qu'une fois qu'on arrive au bout d'un texte, on a envie d'écrire le suivant parce qu'on est presque frustré de ne pas avoir assez exploré la question dans le premier, et c'est ça qui me fait écrire en fait. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Alors les auteurs qui m'ont influencé, qui m'influencent encore peut-être, il y a un poète guyanais qui est très important pour moi et je suis sûr qu'il vous plaira parce que c'est un poète un peu jazz, un peu bancal comme ça, un peu à la marge. Il s'appelle Léon Gontran Damas. C'est un immense poète qui a écrit un livre qui s'appelle Pigment. Pour moi, Pigment, c'est le plus grand livre de poésie parce que ça m'a parlé, ça m'a presque libéré de quelque chose. J'ai essayé de trouver une forme d'écriture, comment écrire un poème qui soit immédiat, qui soit accessible et qui soit jazz en fait. Un poème qui puisse, tout de suite quand la personne le lise, elle a envie de danser ce texte, elle a envie de répéter. Vous savez, j'aime le rythme. Pour moi, la poésie, c'est le rythme d'abord de la phrase. Et Damas me donne ça. Il y en a d'autres poètes. Il y a Christian Bobin, immense poète français qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le poète des choses simples. Il nous raconte le coin de ciel, il nous raconte le nuage, il nous raconte le chant de la rivière. C'est des choses très simples, mais qui, moi, m'éblouissent parce que ça me rend le quotidien plus poétique, plus beau. Et c'est ça qui me plaît, en fait, chez ces poètes-là. Il y en a d'autres. Il y a Aimé Césaire, il y a Édouard Glissant, il y a d'autres poètes comme Basho, poète qui fait des haïkus, un japonais. Il y en a tellement d'autres, mais voilà à peu près ce qui me vient à l'esprit pour voilà, les poètes qui m'influencent, ou en tout cas qui ont eu une incidence à un moment donné sur mon écriture. Vous écrivez souvent sur Mayotte et les Comores. Quelle vision voulez-vous transmettre aux lecteurs à travers vos livres? Alors, quelle vision? C'est une charge importante que je ne veux pas forcément porter, mais disons que ce qui est à l'origine d'un poème, c'est d'abord une question. J'essaye de répondre à une question qui s'impose à moi presque, et à laquelle j'essaye de répondre. Ici, l'une des questions qui m'importe, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, et qu'est-ce qui nous est permis d'espérer. C'est-à-dire qui on est mahorais. Moi, je suis originaire d'un village malgachophone. J'ai une langue en héritage qui est le malgache, mais je suis dans un monde mahorais. Qu'est-ce que c'est que le mahorais? Le mahorais est une langue qui a des origines lointaines africaines, le bantou, le swahili. Donc j'appartiens à un monde beaucoup plus large.
Et puis il y a le français qui vient par-dessus. Et puis on se rend compte quand on parle un peu maoré, il y a des mots portugais dans le maoré. On dit mesa, téléphone-il à où la mesa. Mesa c'est un mot maoré pour dire table. Mais meja en portugais c'est la table. Et on se rend compte en fait qu'on est beaucoup plus riche que ça. On n'est pas juste maoré, enraciné et pauvre comme un radis enraciné sur une terre. On est plusieurs. Moi, j'ai pris conscience que j'étais plusieurs, que j'avais plusieurs identités. Donc, je ne suis pas ratatiné à Mayotte, appauvri, pourri dans la terre. Je suis beaucoup plus riche que ça. J'appartiens au monde, à l'Afrique. J'appartiens à l'Asie parce que j'ai des origines malgaches. Les malgaches viennent de très loin, en Asie du Sud-Est. Donc la langue, le kibbutz dont je parle, a des origines austronésiennes très très loin. Donc on habite le monde en épousant, en acceptant toutes les identités en fait qui nous composent. Et en fait le maoré est une personne qui est très riche. En fait je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus riche qu'on ne veut le croire en fait. Votre dernier livre, Naître ici, paru aux éditions de Bruno Doucet, a été récompensé par le prix littéraire Fetkan Maryse Condé 2020. Il s'agit d'un recueil de poésie. Quelles ont été vos inspirations pour cette œuvre? Alors, Naître ici, c'est une rencontre, c'est l'histoire, c'est un dialogue entre... ça commence comme ça en tout cas, c'est un dialogue entre un père et un fils. Parce que j'arrive à une période de ma vie où il y a comme un point de bascule, c'est-à-dire je suis devenu papa, j'ai 3 filles, et quand on devient papa, eh bien on est changé, c'est-à-dire qu'on devient une autre personne, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité. On n'est pas juste un individu qui essaye de vivre, on est responsable de quelqu'un, et du coup ça vous change. C'est quoi aimer quelqu'un, c'est quoi être responsable d'un enfant? Est-ce que c'est juste on a fait un enfant et on le laisse se débrouiller, ou est-ce qu'on lui transmet quelque chose? Et c'est un dialogue un peu avec mes filles. C'est qu'est-ce que c'est qu'être maoré? Qu'est-ce que c'est qu'être maoré et français? Qu'est-ce que c'est qu'être maoré et comorien ou pas? Qu'est-ce que c'est être maoré en France? Qu'est-ce que c'est qu'être maoré dans le monde? Toutes ces questions, en fait, j'essaye d'y répondre. Et aussi, d'autres questions, c'est comment vivre avec les autres. Comment vivre avec les autres? Moi, j'ai une grande croyance, c'est que tous les humains sont des frères, en fait. Tous les humains sont des frères et doivent apprendre à l'être et apprendre à s'humaniser. Le monde est un chaos, le monde est désorganisé. Vivre, c'est essayer de mettre un peu d'ordre de faire le bonheur autour de soi. C'est ça, vivre pour moi, c'est faire le bonheur autour de soi, c'est rendre ses enfants heureux, c'est rendre ses amis heureux, et si on les a rendus heureux, eux aussi ils vont faire en sorte qu'on le soit aussi. C'est ça pour moi, vivre, le mystère de vivre, et c'est pour ça que j'écris, c'est pour rencontrer un lecteur et essayer d'apprendre aussi des autres, parce qu'on s'ajoute de l'intelligence des autres. Mayotte reste-t-elle présente dans vos pensées pendant l'écriture? Est-ce que je pense à Mayotte quand j'écris? Oui, je crois que j'écris à partir de Mayotte, même si je suis à l'extérieur, mais ma table d'écriture est à Chiconi. À chaque fois que j'écris, il y a les paysages, il y a les parfums, il y a les voix. Moi, j'écris beaucoup avec les voix. J'écris du théâtre et j'ai besoin d'entendre les voix que je mets sur le papier. Et Mayotte est toujours là, parce que mes histoires se passent ici. Quand on prend l'Irrésistible de Mort dans une mangue, quand on prend mes romans, quand on prend les poèmes, il y a toujours des indices, il y a toujours des motifs, et Mayotte est toujours là, parce que j'écris avec Mayotte. J'ai besoin d'écrire avec Mayotte, parce que c'est comme ça que je me sens bien, et c'est comme ça que je me fais mieux comprendre des autres. C'est avec les autres, avec Mayotte, toujours au centre. Parce qu'écrire, c'est aussi signifier. C'est signifier d'où on parle, vous voyez? Quand on parle avec les autres, il faut que
Moi, j'ai un rêve, c'est que un jour, dans 50 ans, quelqu'un qui me lit très loin d'ici puisse se demander mais où se trouve Chiconi, et que peut-être cette personne va venir visiter Chiconi et elle va trouver qu'il y a des gens là qui vivent là et qui sont heureux de vivre là, et peut-être que un guide va leur montrer quel est ce village, qui habite là, et je serai le plus heureux. C'est-à-dire que un lecteur est venu vérifier si ce que je lui ai raconté c'est vrai ou pas. Voilà mon rêve. C'est très simple, c'est très modeste, mais c'est ce qui me motive. Selon vous, lequel de vos livres reflète le plus Mayotte? Alors, quel est celui qui reflète le plus Mayotte? Peut-être l'irrésistible nécessité de mordre dans une mangue. C'est un recueil de nouvelles. Peut-être une saison aux Comores. Peut-être ma pièce, la pièce de théâtre L'édit du bout de l'île. L'édit du bout de l'île, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée par une compagnie de Mayotte qui s'appelle la compagnie Ariar. Et ça raconte l'histoire d'un poète qui revient au pays et qui se rend compte que le pays a changé. Et que lui pensait qu'il rentrait chez lui, mais en fait, les gens le regardaient comme un étranger. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'être un étranger? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas tous qui habitons la terre des étrangers? Voilà une question qui me préoccupe. Parce qu'on croit que l'étranger, c'est l'autre qui vient de loin, mais parfois, on peut être étranger soi-même chez soi. Voilà, ça raconte un peu ça, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand on est parti et qu'on revient chez soi? Est-ce qu'on est le même? Est-ce qu'on est la même personne, ou est-ce qu'on est changé, ou est-ce qu'on a goûté à autre chose et on s'est un peu transformé et donc enrichi? Est-ce qu'on s'enrichit quand on fréquente les autres, ou est-ce qu'on s'appauvrit quand on fréquente les autres? Voilà des questions intéressantes pour moi. Qui on est en fait? Est-ce qu'on est le même quand on traverse la rue et qu'on rencontre quelqu'un? Ou est-ce qu'on est le même? Ou est-ce qu'on s'enrichit? En 2012, vous avez été nommé chevalier des arts et des lettres. En quoi consiste cette distinction et a-t-elle eu des influences sur votre vie? Alors, j'avais même oublié que j'avais eu cette médaille. En fait, c'est une distinction, c'est une reconnaissance. C'était la directrice de la DAC, la DRAC, la Direction des Affaires culturelles de la préfecture, qui avait demandé à ce que je reçoive cette médaille. Alors, ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Moi, je suis quelqu'un de très modeste. J'aime pas la lumière. Il se trouve que là, la lumière est sur moi, mais c'est pour mieux faire entendre la voix de tous ceux qui n'ont pas de voix, de tous ceux qui ne peuvent pas être ici à ma place. J'ai envie de parler pour eux. L'écrivain doit être aux côtés des gens qui souffrent et pas aux côtés du pouvoir. Je crois beaucoup à ça. Et donc, cette médaille, c'est une façon, c'est un encouragement pour continuer à parler pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à cette micro et de répondre à vos questions. Voilà ma modeste contribution. Quels sont vos projets pour l'avenir? Quels sont mes projets pour l'avenir? J'ai très envie de cinéma, j'ai une pièce là qui est en train de se jouer, En finir avec Bob. J'ai envie de travailler pour une littérature mahoraise en mahorais. C'est-à-dire que j'ai l'ambition demain que des textes, des poèmes en mahorais, des poèmes en kibouche puissent exister dans des livres, puissent être publiés. Donc voilà ce sur quoi je travaille. J'ai envie de publier des textes, des poèmes d'auteurs mahorais en français, mais j'ai envie de faire exister des poèmes de mahorais en langue mahoraise et en langue kibouche. Voilà mes projets à venir. Auriez-vous des conseils pour les élèves de Chiconi qui voudraient devenir à leur tour écrivains ou journalistes? Oui, alors d'abord, je trouve que ce que vous faites ici est de grande qualité, donc continuez, parce que vous avez déjà un petit peu d'expérience. Mais ce que je dirais, c'est que
il faut beaucoup lire, il faut, écrire inlassablement, tenir des carnets et ne pas vous mettre des barrières, ne pas penser que l'orthographe n'est pas bonne, donc je sais pas, voilà, je suis pas bon en orthographe, donc je vais me limiter. Non, il faut écrire, même s'il y a des fautes, on va vous lire, on va vous relire, et on va vous corriger, on va vous aider. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est écrivez, 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 et surtout lisez, parce quelqu'un qui veut écrire doit d'abord être un lecteur. Il faut lire de tout. Il faut lire de la poésie, il faut lire des romans, il faut lire des nouvelles. Les nouvelles ne sont pas très développées, très aimées en France, mais je trouve que c'est un art difficile, mais intéressant quand on a envie d'écrire. C'est-à-dire des histoires courtes, ça se lit vite, et c'est intense, parce que sur la nouvelle, on a la possibilité de dire des choses, beaucoup de choses en très peu de temps. Comme en poésie d'ailleurs. Nous vous remercions pour cette rencontre au sein du collège et pour le temps accordé. Merci beaucoup de votre gentillesse, de votre accueil et surtout pour la qualité de vos questions, parce que vous m'avez posé de très bonnes questions. Donc merci encore de votre patience. Nous vous souhaitons une bonne journée et au plaisir de vous lire. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci. Et bravo.